Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée, petit déjeuner en remote du club Retail Consumer et Luxury Goods des anciens l'INSEAD. Je vois que les participants arrivent, on est déjà à plus de 20. Vous reconnaissez André Terrail. André, bonjour. Et moi. Voilà, moi je suis Marie-Laure Mine, vous me connaissez, enfin pour certains en tout cas. Et je suis très heureuse de vous présenter notre invitée de ce matin, Éléonore Baudry, qui est la CEO de Figaret. Elle a un joli Éléonore un petit peu vers la droite pour qu'on voit voilà, Figaret en entier. Et là, ce matin pour parler ensemble de cette belle marque qu'Éléonore a rejoint il y a à peu près 2 ans, dont elle a pris la présidence et qui, en 2 ans, elle n'a pas chômé. On peut dire qu'elle a mouillé sa chemise et continue à la mouiller tous les jours parce qu'en cette période de deuxième confinement, il y a fort à faire pour accompagner la marque, ça dont on va vous parler. Voilà. Alors là encore, je vous laisse arriver. On est maintenant à plus de 30. Dans quelques minutes, je vous raconterai en quelques mots le parcours d'Éléonore. Mais voilà, ça monte, 37, bon, très bien. Vous avez l'habitude pour certains de nos petits déjeuners du Club Retail Consumer et Luxury Goods, que nous tenons généralement en live au BCG, qui est notre partenaire. Nous remercions, même si aujourd'hui leur café et leur croissant nous manquent. Mais merci en tout cas aussi à Tatiana qui nous accompagne sur ces petits déjeuners en général. On n'avait pas été très présent pendant le premier confinement. Il fallait qu'on se rôde, moi un peu particulièrement, André peut-être aussi. Et donc, on est très heureux de redémarrer cette série d'interventions avec vous tous. Voilà. Donc, écoutez, je pense que les gens vont arriver petit à petit. Alors, juste un petit point de précision. Comme on est en mode webinar, vous êtes donc de toute façon tous condamnés à nous écouter. La seule chose, vous avez la possibilité de questions en utilisant le petit module Q et R, questions et réponses. Nous parviendrons à André et moi et c'est nous qui les relayerons auprès d'Éléonore le moment venu. Bon, le format est à peu près le même que d'habitude, si on peut dire. Après mon petit mot d'introduction, je donne la parole à Éléonore, qui d'ailleurs a invité Joe Star pour la circonstance. Vous voyez, il est assis lui aussi, il vous attend, il est à son bureau, en tout cas à sa table. Et après la présentation d'Éléonore, qui sera sous forme accompagnée par quelques charts, on fera un petit jeu de questions-réponses. Et donc, en fonction des questions que vous nous aurez envoyées, André et moi, nous pourrons les relayer auprès d'Éléonore. Voilà. Donc, pardon s'il y a des petits couacs, j'espère que non. On est tous, enfin moi encore, un petit peu novice dans l'exercice du webinaire, mais je suis en tout cas heureuse de voir qu'on est presque à 50. Bon, voilà, donc 50, on va considérer que c'est un bon chiffre pour démarrer. Et pour les autres, ils nous rejoindront. On est en train d'enregistrer cette séance de toute façon, ce qui vous permettra, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir revoir la présentation si vous n'avez pas été tout à fait au rendez-vous. Voilà. Donc, Éléonore, ça va être à vous. Je voulais simplement prendre quelques minutes en amont de votre présentation et votre déjà long, on ne dirait pas en vous voyant, mais long et brillant parcours. Vous avez commencé, alors vous n'êtes pas élève de l'INSEAD, on ne vous en voudra pas, mais diplômé de l'ESSEC, et c'est déjà très bien. Éléonore a donc démarré sa carrière chez Procter & Gamble
Et puis après ça, elle a décidé d'aller dans le monde du conseil. Elle a passé 7 ans chez Etty Kearney au sein de la practice retail en y conseillant des entreprises de taille assez diverses sur des problématiques de distribution, de marketing, de positionnement stratégique. Et aussi bien les Galeries Lafayette que Carrefour, que Orange. Et puis après ça, le saut dans le luxe, et Éléonore rejoint Kering pour à la stratégie et très vite au sein du Gucci Group pour y être une des premières digital officers, puisqu'on était à l'époque en 2006. Le poste n'était pas encore aussi implanté qu'il l'est dans les entreprises aujourd'hui. Éléonore rejoint donc Gucci Group et elle va y orchestrer le lancement de tous les premiers sites marchands des différentes marques du groupe, Balenciaga, Stella McCartney, Yves Saint Laurent. Ensuite, elle part pour New York où elle devient directrice monde du digital pour Gucci, ce qu'elle fera pendant 2 ans. C'est là qu'elle lance les premières campagnes digitales de la marque et également le site web flagship digital de Gucci en 2010. Voilà. Donc, elle rentre après 2 ans des États-Unis en France en 2010 et elle va développer la start-up Sarenza, qui n'a plus rien d'une start-up, mais à l'époque, elle démarre avec une petite équipe. Alors, elle arrive en tant que DGA et elle y est au temps de l'hypercroissance. Et son équipe grandit avec elle, passe de 5 à 45 personnes et elle ouvre plus de 10 pays pour la marque en Europe. Elle participe d'ailleurs à la levée de fonds qui est orchestrée à ce moment-là, presque 75 millions d'euros. Ensuite, une petite incursion dans le joli monde de l'enfant. Elle devient DG du Pure Player Melly Jo. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans ici, là, mais enfin, en tout cas, c'est un très joli site. Et puis 2016, et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, Éléonore rejoint le fonds Experience Capital Partners, que certains d'entre vous connaissent sûrement bien. On avait précédemment dans ce club reçu, il y a quelques années déjà, Frédéric Bius, et à l'époque un partenaire de KKR, quand SMCP était encore, quand Frédéric était encore chez SMCP. Bon. Vous connaissez l'histoire, le succès formidable de ce groupe. Et quand Frédéric le quitte, eh bien, il se trouve, je dirais, suffisamment bien loti pour devenir entrepreneur et lui-même décider d'accompagner des jeunes marques. C'est son motto. Il fait ça avec ses anciens associés de SMCP, Liel Koubi, Emmanuel Prader. Les voilà qui décident de prendre des participations dans un certain nombre de marques start-up comme Balibaris, comme le site français, comme la marque Standard, comme Sœur, comme Sessoun. Et Figaret est une histoire un petit peu différente puisque c'est une marque qui appartenait au groupe EPI, qui est encore d'ailleurs actionnaire minoritaire, et que Experience Capital Partners rachète de façon majoritaire. Voilà. Et à ce moment-là, Éléonore, qui est déjà chez Experience Capital depuis un petit moment en tant qu'experte marketing digital, puisqu'une des caractéristiques de ce fonds, c'est d'avoir une ligne d'experts sur tous les sujets clés pour accompagner les différentes marques et apporter leur expertise. Éléonore donc intervient sur l'ensemble des marques du portefeuille d'Experience Capital Partners et notamment Figaret. Et puis, très rapidement, d'ailleurs, je me souviens avoir assisté à une conférence à l'ESCP où elle était intervenante et je pense qu'elle avait dû prendre son poste genre 2 jours avant. Ouais. Voilà. Et donc, depuis 2 ans, Éléonore est aux manettes et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle mouille sa chemise tous les jours. C'est ce qu'elle va vous raconter maintenant. Éléonore, c'est à vous et merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup Marie-Laure, merci beaucoup André et Marie-Laure de votre invitation.
Alors effectivement, c'est un petit peu mouiller sa chemise de vous parler du retournement d'une marque de tradition quand on est au deuxième confinement. Il faut avouer que quand on a préparé cette conférence, on redoutait le pire, mais on n'y était pas. Nous y voilà, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses qu'on a pu faire sur la marque et aussi se poser les questions du futur, de notre civilisation et du monde. Moi, j'étais aux États-Unis en 2008 pour l'élection d'Obama. Aujourd'hui, on est sur une journée un peu plus inquiétante, mais aussi le futur de la mode, probablement. Donc, effectivement, ce que je vais vous raconter, c'est une grosse partie de ce qu'on a fait avant le premier confinement. Et puis après, je vous raconterai également ce qu'on fait depuis. Donc, c'est d'abord une histoire, je dirais, d'audace et de rythme, parce qu'il en faut pour retourner une marque de tradition. Vous le disiez, il faut mouiller sa chemise, mais c'est vrai, en fait, parce que c'est beaucoup d'énergie de retourner une marque, même quand elle est très jolie. Donc, alors, je vois que je n'arrive pas à passer les slides. Voilà. Vous présentez, Marie-Laure l'a fait. Je vais vous parler de la marque et je vais vous parler de sa transformation. Donc, mon portrait, vous l'avez eu. La seule chose, je pense, qui a fait qu'on a pu aller vite, l'avantage que j'avais, c'est qu'effectivement, j'ai passé 2 ans et demi chez Expérience Capital avant d'arriver à la tête de Figaret. Et je m'occupais déjà beaucoup de cette marque. Et donc, au moment où je suis arrivée, mon plan, il était déjà écrit. Et ce qui nous a permis d'être extrêmement rapide, parce que moi et mes équipes, on savait déjà là où on voulait aller. Et ça nous a permis de commencer à retourner la marque, ce qui avait été déjà fait depuis le rachat en 2017, mais d'imprimer le rythme. Alors, donc je vais vous raconter l'histoire d'une assez belle endormie. Alors, en général, je dis assez belle endormie parce qu'on adore les histoires de belles endormies, mais c'est les grandes histoires de maisons de couture qui avaient été, c'est Vionnet, etc., qui avaient été oubliées et puis qu'on a retrouvées. Figaret, c'est pas tout à fait ça. C'est pas une marque qui avait été oubliée, c'est une marque qui avait un petit peu pris la poussière. C'était un peu la marque de papa. Et donc, l'objectif, c'était de la remettre au goût du jour. Donc, ce qu'on sait de la marque, c'est une marque qui a été créée en 1968 par Alain Figaret, qui a ouvert une première boutique à Biarritz que je suis allée voir cet été, que j'ai découverte pour la première fois. C'est aussi une maison de savoir-faire et je crois que ça, c'était très important parce que la marque était un petit peu poussiéreuse, mais elle était, quand je dis qu'elle était jolie, c'est qu'elle avait toujours fait de la qualité. Elle s'était toujours attachée à aller sourcer les plus belles matières. On travaille depuis plus de 40 ans avec notre partenaire Albini, qui fait les plus beaux tissus italiens, qui a racheté Thomas Mason, etc. Donc, on fait toujours des belles choses. On fait toujours du Made in Europe ou Made in, je dis le Made in pas loin. En fait, tout dépend d'où on va sourcer, mais on essaye vraiment de faire des belles choses. Et puis, de travailler la chemise, qui est un produit relativement technique, qui a besoin de sophistication dans la façon de monter une chemise. Et ça, c'était ce qu'on avait. Et c'était une base plutôt jolie. Mais une fois qu'on a dit ça, il fallait quand même la travailler. Parce que là, on en était, j'exagère un tout petit peu, je crois que c'est une publicité de 2005 ou d'un petit peu avant. On en était là. Et l'idée, quand même, ça a été assez rapidement de passer à une modernité affolante. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour continuer à exister, pour être pertinent dans un marché un petit peu qui est complexifié, il faut être pertinent, moderne, et c'est ce qu'on a voulu raconter avec la marque. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça ? Quand je suis arrivée, et je crois que c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé, même si on a rajouté d'autres couches récemment après le confinement, c'était d'avoir 3 grandes priorités qui étaient les 3 R. La première et la plus importante sur laquelle j'ai passé le plus de temps, c'était revenir dans le radar. C'est-à-dire que, en fait, il y avait beaucoup de nos clients potentiels qui connaissaient la marque, qui en avaient entendu parler. Certains, c'était la marque de leur père. Certaines, c'était aussi la marque de leur maman pour les beaux chemisiers. Certains s'étaient mariés en Figaret. C'est aussi une marque qui accompagne des moments de joie. Mais
avait un petit peu oublié la pertinence d'aller s'acheter des chemises chez quelqu'un qui faisait des chemises. C'est-à-dire, on allait chez d'autres marques de prêt-à-porter, mais la marque n'était plus vraiment dans le radar. Donc, il fallait travailler là-dessus. Le deuxième sujet, c'était de réinventer le retail. Pareil, ça avait été une marque qui avait eu de belles années et donc le retail avait bien fonctionné, mais il fallait faire des choses différentes pour réaccueillir des nouveaux clients pour qui c'était pas forcément qui allaient venir en tout cas dans la marque pour la première fois. Et puis le troisième, je crois que j'en ai parlé, c'était d'oser et d'oser être rapide parce qu'en fait il faut aller vite quand on travaille ce type de marque et donc c'est ce que nous avons fait. Donc je vais commencer par revenir dans le radar. Revenir dans le radar, on l'a fait de beaucoup de façons. Ma priorité, c'était de rattraper des clients. C'était de refaire venir ou de faire venir des clients qui ne pensaient pas à Figaret. En fait, moi, je suis très, très sereine sur le produit. Je pense que le produit Figaret, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché. C'est un excellent produit. En fait, le fait d'avoir, par exemple, 3 coupes de chemise, je parle de l'homme, 3 coupes différentes et 2 longueurs de manches, ça permet vraiment à un homme d'avoir une chemise qui va lui aller bien et qui va correspondre finalement à sa corpulence, ce qui n'est pas le cas dans l'essentiel du retail. Je ne parle pas des concurrents de la chemise telle qu'elle, parce que je ne crois pas que ce soit la concurrence de Figaret aujourd'hui. Et donc ça, il fallait le réexpliquer et faire revenir en boutique. Et pour faire revenir en boutique, on a essayé de travailler beaucoup de cibles différentes parce que c'était important de faire, venir des cibles business. Et ça, on l'a fait avec Mouiller la chemise. 2, des cibles de personnes qui s'habillaient de façon plus relaxe, plus casual. Et ça, on l'a travaillé avec Gaston. Et puis 3, travailler des cibles plus branchées, plus mode. Et ça, on l'a fait avec nos collabs. Et donc, comme ça, on a vraiment travaillé. Et donc là, je vous parle essentiellement de l'homme, mais je vous parlerai de la femme plus tard, parce qu'on a une marque masculine, et puis aujourd'hui, on fait encore 80% de notre chiffre d'affaires en hommes. Donc, c'était important de revenir sur ce sujet-là. Et puis, le dernier sujet qu'on a travaillé, c'était de réchauffer la marque. Et pour réchauffer la marque, on a décidé de le faire avec des égéries. Donc, pour parler à nos hommes ce qu'on appelle les hommes business, c'est pas très heureux, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, je pense que ça, c'était un petit projet caprice. Heureusement, il a bien marché, donc tant mieux. Mais moi, je suis fan d'un podcast que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle How I Build This, de Guy Raz. C'est un podcast d'NPR. Et c'est un podcast qui a la particularité d'aller vraiment chercher les réussites et les moments de doute des entrepreneurs. Et je trouvais que ça n'existait pas en France. Et je trouvais que ce serait intéressant pour une marque comme Figaret, justement, de se lier au monde de l'entrepreneuriat français, puisque nous sommes une marque française et puisque bien justement nous habillons également les entrepreneurs, et de se lier à ces gens-là qui sont bâtisseurs, enthousiastes, énergiques d'aventures françaises, et d'aller justement créer cet équivalent français qu'on a appelé Mouiller la chemise, et qui allait proposer des tête-à-tête avec des entrepreneurs français. Et ce qui était très, très important pour moi dans le brief de toutes ces personnes que j'ai invitées les unes après les autres, ça a été de dire, je vous préviens, ce sera sans filtre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'apologie de votre réussite, ça, on s'en fiche complètement, il y a plein de gens qui le font. Nous, on va parler des vrais moments difficiles, etc. Et c'est pour ça que le podcast sera intéressant. Et donc, on a lancé Mouiller la chemise. C'est un podcast qui a très bien fonctionné et qui a permis de parler de Figaret de façon un petit peu différente. Malheureusement, la saison 2 a été un petit peu décalée cause Covid, mais voilà, c'était intéressant également de pouvoir avoir des gens très différents. On a eu Mercedes Serra, on a eu Jacques-Antoine Granjon, mais aussi Marie Dorcel qui nous a parlé de son succès relativement particulier et français. Et donc, voilà, ce podcast est toujours disponible sur toutes les plateformes, comme on dit, et il y a des épisodes qui sont vraiment dingues. Celui d'Éric Courteil et Nathalie Bala qui racontent comment ils ont repris la Redoute, et je trouve génial.
Donc, on a fait ça vraiment sur la partie business parce que l'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous fait tous rêver. Et donc, c'était intéressant pour nous d'accompagner ce rêve et de montrer la pertinence parce qu'évidemment, toutes ces photos, ils sont en Figare. Le deuxième sujet, ça a été de travailler des modèles plus mode et de s'associer avec des personnes qui étaient finalement plutôt inattendues pour Figare. Donc là, je vous montre Figare et Quentin Monge, puisque c'est la collaboration que nous avons fait cet été. Quentin Monge est un illustrateur qui a célébré avec nous le Figare Surf Club, puisque nous avons été finalement fondés à Biarritz. On a décidé de célébrer cette pratique. Et nous avions commencé l'année passée avec une collaboration avec Supakic, qui est un illustrateur, mais qui est avant tout un tatoueur. Et c'était assez chouette de s'associer au monde du tatouage pour une marque aussi classique que Figare. Et ça a été une collab qui a très, très bien marché. Et ça nous a permis aussi de relancer la personnalisation. Nous avions, et nous avons toujours, bien entendu, beaucoup de demandes pour inscrire des initiales sur les chemises d'hommes et de femmes, mais nous avons créé une collection de tatouages de petites phrases. Et en fait, aujourd'hui, on a installé des brodeuses dans la plupart de nos grandes boutiques et on peut broder un mantra, une petite phrase, un petit tatouage. Finalement, ce qu'on a fait avec Supakic, c'était tatouer la chemise. Et aujourd'hui, on a décidé de permettre finalement de personnaliser toutes les chemises qu'on achète chez Figare. En prime, une petite collab avec le corps sportif. L'idée, ça, c'est de continuer à casualiser la marque pour exprimer, et bien entendu, c'est extrêmement important aujourd'hui, qu'une chemise blanche, ça se porte avec un costume et ça se porte aussi, évidemment, avec des baskets. Dans la chemise, on peut énormément innover. Finalement, c'est un vêtement extrêmement sexy à porter, mais aussi à travailler. Et donc, on a aussi décidé d'innover par beaucoup de choses. On a innové par le produit, on a lancé des nouveaux cols, le col droit qu'on a lancé notamment en campagne avec Joey Star, qui a très, très bien marché chez nous, mais aussi des innovations dans le tissu. Donc, on a lancé, là, il y a quelques semaines, la chemise X Thermotech. Donc, c'est une chemise qui régule la température, qui assure respirabilité, donc qui est très pratique, par exemple, pour aller en vélo électrique au bureau. Voilà, et on a décidé de le faire avec Albini, notre partenaire, pour avoir un produit qui soit en 100% coton, tout en étant technique et pas aller chercher des produits qui nous plaisaient moins. On a lancé une chemise voyage qui est infroissable, donc qui permet effectivement de soit tenir toute la journée. Alors maintenant, on a un petit peu moins de dîner, mais souvent, ce que nous demandaient nos clients, c'est d'avoir une chemise qui tenait toute la journée et également le soir, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des plis lors du dîner du soir. Donc, la chemise voyage, elle est faite pour ça. Elle est faite aussi parce qu'elle est beaucoup plus facile à repasser. Et puis, le troisième sujet qui nous a beaucoup porté, c'est la chemise Gaston. Donc, pourquoi Gaston? Parce que c'est tout simplement la chemise qui se porte en dehors du pantalon. Donc, c'est une chemise que nous avons faite plus courte parce qu'aujourd'hui, on a des usages soit en casual, mais même en popeline blanche. C'est-à-dire, on a fait certaines déclinaisons de nos popelines blanches très classiques, simplement en mode Gaston, c'est-à-dire plus courte, parce que quand elle est portée en dehors du pantalon, c'est plus joli d'avoir une chemise qui s'arrête au bas de la ceinture plutôt qu'en liquette, qui est moins élégant. Donc, Gaston, ça a été également un gros développement de notre côté. Et puis, d'autres innovations qu'on a mis en place. Et je vous raconterai à quel point, quand même, faire tout ça avec un petit siège et des petites équipes, ça a été voilà, ça a été une énergie qu'on a tous mise en place. C'était deux choses que nous avons fait cette année. Alors, Figare à l'imparfait, c'est le projet Pourri, qui est à la fois génial, mais qu'on a lancé une semaine avant le confinement, avant le premier confinement, et qui avait super bien démarré, mais qui s'est arrêté en plein vol, et qu'on allait lancer la semaine prochaine. Donc, stay tuned, il reviendra. Toujours est-il que Figare à l'imparfait, c'est quoi? C'est de se dire que chaque maison
en tout cas chaque maison qui a l'exigence que nous avons, donc maison de luxe ou de luxe abordable, nous avons des produits qui ne passent pas le filtre et qui sont du second choix. Et le second choix, au sein du second choix, il peut y avoir un peu de tout. Et l'effort que nous avons fait, c'est de trier ce second choix, chemise par chemise, de répertorier les irrégularités et de se dire, en fait, avant d'aller… on ne jette pas ces produits, mais ils vont sur des canaux assez peu productifs, de pouvoir les proposer en fait dans nos boutiques en identifiant effectivement le petit défaut, le fil tiré, une surpiqûre trop épaisse, un bouton un petit peu décalé et les vendre évidemment à un prix complètement différent qui permet à la fois de rentrer dans la marque, de s'offrir une petite chemise de plus et puis surtout de se dire, en fait, ces produits-là, on leur offre une deuxième vie et c'est une sorte d'upcycling positif. Et donc, c'est des collections qu'on avait proposées dans 6 de nos boutiques et qui reviendront. Une deuxième saison reviendra dès qu'on pourra réouvrir nos boutiques. Le deuxième sujet, c'est aussi un lancement tout récent. C'est notre première capsule en coton recyclé. Encore une fois, on a attendu d'avoir des cotons qui nous plaisaient pour le faire. Il n'était pas question de faire quelque chose qui nous plaisait à moitié. Là, c'est aussi le fruit d'un partenariat avec Albini. Et donc, nos premières chemises en coton recyclé sont sorties. On a aussi des mailles recyclées qui sont sorties cette saison. Donc, on avance également de façon, là, pour le coup, calme et posée pour faire des produits aussi qualitatifs que ce que nous sommes habitués à proposer. Mais ça arrive. Voilà. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de réchauffer la marque. Ça nous a semblé important. En fait, à mon arrivée, on a choisi Frédéric Becbédé pour fêter, c'était les 50 ans de Figaret. Donc il nous semblait que c'était un bon choix parce qu'il était à la fois un peu rive gauche, mais un petit peu impertinent. Et c'est important, quand on a une marque un petit peu classique, d'aller chercher un peu d'impertinence, un peu d'irrévérence. Et puis, on a poussé un petit peu le curseur, un petit peu plus loin la saison passée en invitant finalement Joe Star, qui n'est pas probablement le plus grand porteur de chemise, mais ce qui était vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il a dit cette phrase, et oui, il dit Joe Star quand il parle de lui. Si Joe Star porte une chemise, alors c'est une Figaret. C'est qu'effectivement, le jour où on porte une chemise, c'est une évidence. C'est une Figaret qu'on porte, et c'est également pour cela que nous l'avons convié, avec son irrévérence, une égérie polarisante, mais qui marquait son temps. Et également, ce qui était important pour nous, c'était quelqu'un qui finalement était assez multigénérationnel, et parce que c'est également ce que nous voulons imprimer à notre marque. Donc voilà pour le premier pan, qui était effectivement vraiment un des pans les plus importants de cette première saison, je dirais, de réinvention de la marque. La partie communication, marketing, c'est-à-dire revenir dans le radar des hommes et des femmes qui songent à porter une chemise. Le deuxième sujet, ça a été de réinventer le retail. Quand je voulais vraiment énerver mes équipes de vente, je leur disais, vous savez, pendant des années, vous avez été comme une pharmacie. Les hommes venaient et ils disaient, il me faudrait 5 chemises, comme s'ils allaient acheter du Doliprane en pharmacie. Et c'était effectivement… on a eu des clients extrêmement fidèles qui trouvaient là la chemise qu'ils voulaient et qui revenaient chaque saison en achetaient beaucoup, et c'était formidable. Mais là, vu le travail qu'on menait sur la marque pour la développer, parce que c'était bien le sujet, il fallait retravailler la façon d'accueillir les clients en boutique. Également dans notre nouveau concept de boutique qui avait été travaillé dès 2017 avec les équipes en place et Expérience Capital, avec lesquelles donc j'avais déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler un nouveau cérémonial de vente, d'accueillir nos clients de façon plus qualitative, puisque nous allions avoir beaucoup de personnes qui allaient découvrir la marque lors de cette première rencontre en boutique. Donc ça, on l'a beaucoup travaillé l'an passé. Et on a été un petit peu interrompu, mais on continue. On travaille ce nouveau cérémonial, et également la femme, parce que la femme, c'est un achat qui est complètement différent.
qui avait été effectivement assez peu travaillé dans l'histoire de Figaret, puisque marque majoritairement masculine. Mais aujourd'hui, nous accompagnons également nos équipes sur les achats femmes qui sont, comme on le sait, beaucoup plus coup de cœur. Le deuxième sujet, c'est le digital, évidemment. On a lancé beaucoup de chantiers, notamment sur la fusion de nos bases clients. On a un nouveau site Internet qui est en place depuis 2 mois, qui est encore perfectible, mais qui va nous permettre de se développer encore plus dans le digital. On doit travailler encore un certain nombre de sujets, comme la facilité de trouver sa taille en ligne, etc. Mais pour nous, c'est évidemment l'énorme sujet. C'était l'énorme sujet quand je suis arrivée et ce sera encore plus le gros sujet, comme tout le monde dans le retail, dans les mois à venir. Et puis le troisième sujet, c'est l'offre repensée. Je vous en ai parlé un petit peu. Donc on a, à partir de 2017, et puis ça n'a pas arrêté, repensé nos coupes. Déjà, on avait des coupes qui étaient un petit peu à l'ancienne, un petit peu parachute pour la plus classique. Eh bien, on les a retaillées pour qu'elles restent généreuses, mais qu'elles soient plus modernes. On a retravaillé également, je vous en ai parlé, des innovations, mais également ajouté de nouveaux cols et puis retravailler assez lourdement l'offre femme pour accompagner non pas uniquement une femme classique qui bosse et qui a besoin de chemises blanches, mais également accompagner une femme qui est sexy, qui sort, qui a besoin d'avoir un vestiaire finalement qui va l'accompagner tout au long de sa journée et de sa vie. Et c'est en ce sens que nous avons développé l'offre femme. Donc voilà pour le deuxième grand sujet qui était le retail. Et le troisième, eh bien, effectivement, pour faire tout ça dans une maison qui avait été gérée de façon assez classique, qui travaillait pas mal en silo, il fallait aussi oser être rapide, transformer l'entreprise. La première chose que j'ai faite, je crois la deuxième semaine en arrivant chez Figaret, j'ai fait déménager tout le monde pour que des départements qui avaient besoin de travailler ensemble soient rapprochés, ne serait-ce que physiquement ou même dans les mêmes bureaux. Et puis, finalement, je pense que faire bouger tout le monde de façon… Alors, bon, le flex office permet ça, mais nous, ce n'est pas ce que j'ai mis en place ici. Mais effectivement, être à côté de personnes qui changent un peu de temps en temps, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc, ça a été une des premières décisions. Mais évidemment, ce qu'on a dû faire ensuite, c'était aller vite. Parce que ce que je vous ai raconté, ce qu'on a fait, toutes les innovations qu'on a mises en place, ça a été à peu près 2 ans. Et pour une marque de cette taille, c'est assez rapide. Donc, il a fallu oser se planter, mener des initiatives dont, évidemment, je ne vous ai pas parlé, puisqu'elles n'ont pas marché. Et puis, se permettre de faire des choses, finalement, qu'on n'avait pas faites sur la marque. Donc, imprimer un rythme, c'est évident. J'étais la personne qui disait tout le temps, mais si, on va y arriver, si, on va le faire, si, on va le faire, mais avec 2 fois moins de budget, parce que ça a été aussi le deuxième sujet, c'était de pouvoir en faire plus avec le même budget. Parce que quand je suis arrivée, finalement, on a fait une très belle année avant Gilets jaunes, météorites, Covid, etc. Mais malgré tout, on l'a fait avec des budgets qu'on avait réduits pour faire le Do More With Less qu'on peut faire, je pense, dans beaucoup d'industries, et surtout l'industrie de la mode qui avait été probablement un petit peu trop gâtée. Mener des projets transverses, c'est effectivement le plus difficile dans les entreprises qui ont 52 ans, c'est de faire travailler les gens ensemble de façon ultra transverse. Et c'est, je crois, le sujet qui reste le plus difficile pour moi aujourd'hui. Et puis, évidemment, on n'aurait pas fait ça sans une équipe épatante. Je crois vraiment d'abord à ce terme-là, cher à Jean d'Ormesson, mais je crois vraiment que j'ai eu la chance de pouvoir choisir la plupart des membres de mon CODIR qui sont arrivés en même temps que moi. Donc, on avait la même énergie qu'on a partagée, qu'on a insufflée aux équipes de Figaret. Et puis, je crois qu'on n'y arrive que si on a une équipe épatante. Et c'est la chance également que j'ai eue en arrivant. Donc, voilà, tout ça a été vraiment super.
Et puis, tout à coup, est arrivé le Covid. Le Covid qui ont mis vraiment la marque en difficulté. Et on avait de très grosses ambitions pour la marque, puisqu'on avait fait, comme je vous le disais, une super année de transformation. Donc, voilà, j'étais allée dans un certain nombre de pays pour envisager le développement international, etc. Mais tout cela, évidemment, a été mis à mal parce que nous avons été très impactés par le télétravail du premier confinement et de sa suite, parce que, par exemple, nous avons une boutique au CNIT de la Défense. Autant vous dire que cette boutique, même post-déconfinement, a extrêmement souffert. Enfin, on a des boutiques qui étaient vraiment dans des endroits de travail qui ont été très affectés par le télétravail. Le deuxième sujet, c'est l'absence de cérémonie. Effectivement, souvent, la première Figaret ou un moment où on se fait plaisir, où on fait du sur-mesure aussi. Je ne vous en ai pas parlé, mais on a énormément modernisé notre sur-mesure chez Figaret. C'est les cérémonies. Il y en a eu très peu cet été. Et puis, les touristes absents, parce que malgré tout, et dans les grands magasins et dans nos grands flagships de Madeleine et La Paix, on a un pourcentage assez important de nos ventes qui se font avec des touristes. Donc, à court terme, c'était difficile. Et puis, à plus long terme, c'est vrai que il s'est passé des choses très rapidement sur la mode masculine et féminine, mais plutôt masculine, qui vont impacter et qui nous forcent à réagir assez rapidement. D'abord, la casualisation du dressing, la casualisation du dress code, c'est-à-dire que de plus en plus, alors je ne parle même pas de la cravate, mais de plus en plus, on va pouvoir bosser de façon beaucoup plus casual. Voilà, donc nous, il faut qu'on accompagne cette casualisation avec effectivement à la fois du prêt-à-porter, parce que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais ce que nous avons fait aussi sur la marque, c'est développer énormément le prêt-à-porter. Donc, des grosses pièces comme des parkas, des manteaux, des blazers, etc. Parce que finalement, une fois que les hommes étaient dans la boutique et qu'ils avaient confiance en la marque et qu'ils savaient qu'on faisait de belles choses, on a été capable de leur proposer plus de vêtements d'un coup, ce qui est formidable pour les hommes qui détestent faire du shopping. Donc, un, cette casualisation, et puis deux, la déconsommation générale, néanmoins, que l'on sent et que les marques de mode ont senti. Donc, aujourd'hui, et là, on est encore dedans, hein, l'idée, c'est de réinventer Figaret dans le monde d'après. Alors, il y a 3 semaines, je crois, on avait collé ces stickers sur nos vitrines, puisque nous étions dans ce monde d'après et nous avancions dans ce monde d'après. Bon, là, on est reparti un peu dans le monde d'entre-deux. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer à avancer et faire évoluer encore plus rapidement notre offre. Donc aujourd'hui, on a 3 priorités très importantes sur lesquelles on avance très vite. D'abord, digitaliser la marque, je vous en ai parlé, mais c'est effectivement notre première priorité. Aujourd'hui, on est en train de s'organiser pour faire des ventes à distance, du click and collect sur certaines boutiques, mais l'essentiel des ventes qui nous restent, elles sont digitales. Et donc, il faut que notre site soit encore mieux. Le deuxième sujet, c'est de faire évoluer l'offre. Effectivement, je vous en ai parlé. On avait eu la bonne idée, enfin, c'était évident, pendant le premier confinement, d'étoffer notre offre de casual en chemise et d'avoir une offre plus casual en prêt-à-porter. On continue à le faire à marche forcée. On a lancé, par exemple, on a une force chez Figaret, c'est qu'on propose des chemises à grande longueur de manche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hommes qui sont grands et qui ne trouvent pas en prêt-à-porter des chemises qui leur conviennent. Et donc, on faisait ça sur le business. Et là, on a lancé en exclusivité également des chemises à grande longueur de manche sur le casual. Parce que finalement, une chemise en jean, ces hommes qui sont grands, ils ont aussi envie d'avoir des chemises en jean et des chemises en flanelle qui leur vont. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait en exclusivité web. Bien nous en a pris pour commencer à tester l'appétence de nos clients sur le sujet.
Et puis, le troisième sujet qui est évidemment encore plus important, plus profond, c'est réfléchir à la mode autrement. Aujourd'hui, quand nos boutiques sont fermées 1 mois, 2 mois dans une saison, quelle est la pertinence finalement de changer d'offre chaque saison? Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus travailler du seasonless quand on a la chance notamment d'être sur des catégories qui sont finalement un petit peu seasonless? Finalement, que faire est-ce qu'il ne faut pas réinventer vraiment notre approche des soldes? En fait, on est sur un marché de la mode qui travaillait vraiment de plus en plus pendant les périodes de soldes. Est-ce que ça, c'est vraiment pertinent pour ce monde d'après? Et puis, on a aussi des réflexions chez nous sur le no gender. En fait, ça fait des années que les femmes achètent des chemises d'hommes pour les porter. Et donc, on se pose aussi des questions sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est à la fois extrêmement difficile. C'est difficile pour une marque comme Figaret qui est très présente en centre-ville, qui est quand même encore très, très retail. On a 30 points de vente et un site web. De subir une deuxième fois un confinement, sachant que tout le monde sait que les mois de novembre et décembre, ce sont des mois extrêmement importants pour la rentabilité du retail. Et je pense que ça va faire beaucoup plus mal encore aux marques du retail, sans être des libraires ou des vendeurs de jouets. On a une grosse partie de notre business qui se fait pendant ces 2 derniers mois de l'année. Mais à la fois, c'est un moment sans précédent pour réfléchir justement et si Figaret, et si la mode en général, on l'a réinventée vraiment autrement. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec mon comité de direction, de réfléchir à une façon complètement différente de vendre la mode. Voilà. Je vais quand même terminer par vous dire que la chemise est essentielle, comme les bouquins et le crottin de Chavignol. Donc, merci à tous. On va passer aux questions, j'imagine, Marie-Laure et André. Et puis oui, Marie-Laure me disait que ce serait une bonne idée de faire ça pour vous et je pense que c'est chouette aussi. Donc, vous verrez s'afficher un petit code qui vous permettra de faire une commande un peu plus généreuse, voilà, dans les jours à venir. Super. Donc, si on était en 2025, on aurait eu 25% de remise? Oui, mais l'année 2020, elle est pourrie, vous savez. Super présentation, hein. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, Éléonore, oui, bravo. Moi, je poserai tout à l'heure, peut-être, pas la poser tout de suite, mais une question sur la communication. Vous n'avez pas du tout parlé de votre Instagram, et moi, je veux que les gens aillent tous les jours sur votre Instagram parce que moi, je le suis depuis un certain temps maintenant que je l'ai vu évoluer. J'ai vu justement la chemise blanche en ce moment, elle a plutôt des allures de chemise écossaise. Et il y a un très joli ton sur cet Instagram avec un peu de légèreté malgré tout dans cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre, donc y compris sur la liste de courses qu'on pouvait. Ah oui, depuis hier, on a fait des listes de courses. Oui, on est. Voilà. Bon, ça se termine quand même par une nouvelle chemise Figaret, mais il y a plein d'autres choses, dont du saucisson. Voilà, ça, je trouve que c'est un point sur lequel il ne faut pas hésiter à revenir. Hein. Mais alors, on a des premières questions. Peut-être, André, tu lances la première question. Tout à fait. D'abord, rappeler à ceux qui nous rejoignent, et on est très heureux de vous accueillir, de poser vos questions sur Q et R. Et après, Marie-Laure et moi alternerons. On réunira de temps à autre quelques questions pour plus de clarté. Et ne nous en voulez pas si jamais, par manque de temps, on n'arrive pas à reprendre toutes les questions. Bon, alors, je veux aussi juste dire, et après je te laisse la parole André, qu'on a été en moyenne à 75 participants. Bon, alors on en a perdu quelques-uns en route, mais ça on le savait, ce qui veut dire en tout cas quand même que vous êtes nombreux à nous écouter et je vous en remercie. Hein. Allez, à toi avec les questions, André. Alors, il y avait une première question de Barbara qui posait sur le sujet de l'upcycling. Quid du site Figaret pour sortir du côté timing pourri du projet dans un monde digital où justement on pourrait penser que ces problématiques sont
encore plus, quelque part, prégnante avec le confinement et toutes les questions qu'on se pose sur la société. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'utiliser cette initiative dans un timing qui pourrait finalement être bénéfique à la marque? Pour Figaro à l'imparfait, c'est ça? Oui, tout à fait, pardon. Alors là, je vais rentrer dans la technique, mais alors on avait prévu d'accompagner effectivement pour la première fois, parce que la dernière fois, on ne l'avait pas fait parce que c'était un peu compliqué d'accompagner Figaro à l'imparfait en ligne aussi. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que vous l'aurez compris, dans Figaro à l'imparfait, c'est chaque chemise qui est, on l'a fait au bureau, hein. J'ai mobilisé beaucoup d'équipes pour faire ça entre midi et 2. C'est regarder chaque chemise, identifier le défaut, et donc ce sont des modèles uniques à chaque fois. Et donc il faut prendre en photo chacun des modèles pour les mettre sur le site, et puis ensuite on les vend pas très cher. Et ça, c'est énormément de travail, et donc on l'a fait sur un certain nombre de modèles, mais on ne pourrait pas mettre 400 pièces comme ça, ce serait énormément de travail. Voilà. Mais merci pour l'idée, je suis toujours preneuse. Là ça nous a semblé un petit peu compliqué de le faire en ligne. Oui, non, mais on imagine bien que le confinement pose 1000 problématiques dont on ne se rend pas toujours compte dans chaque industrie. Marie-Laure, à toi. Oui, alors une question de Jean Caillot, qui est toujours un habitué fidèle de nos conférences, et puis lui-même un entrepreneur, et donc sa question est intéressante. Est-ce vraiment une force pour la marque de faire de la femme, dans un univers où la cohérence est si importante aux yeux des clients et potentiels clients, d'autant plus que la légitimité femme à construire est beaucoup plus fashion? Léonore? Oui, c'est une excellente question. Et donc effectivement, la femme aujourd'hui, on la gère pas comme une marque extrêmement fashion. On va pas défiler avec la femme Figaret, mais on la gère comme finalement un spécialiste chemise qui va également proposer quelques pièces de vestiaire, mais extrêmement choisies. Mais on va rester effectivement sur nos plates-bandes de chemises. En revanche, ce qu'on s'est permis de faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'élargir notre spectre au sein de la chemise. On était très chemise blanche, on était très classique, et on s'est permis d'aller chercher sur une chemise qui allait pouvoir accompagner la femme dans tous ses moments de vie et non pas juste dans sa journée de travail. Mais effectivement, notre priorité aujourd'hui, ça reste l'homme. Okay. Alors, il y avait justement une question de Sandra. Vous avez parlé d'initiatives qui n'ont pas marché. Au vu de toutes les magnifiques initiatives que vous avez menées, qui sont des vraies grosses réussites, et surtout du timing serré que nous avons bien compris, parce que c'est vrai que 2 ans pour mener toute la transformation que vous avez menée, c'est très court. Est-ce que vous pourriez malgré tout nous citer quelques exemples d'initiatives qui n'ont pas marché? C'est là où c'est intéressant. Je pense que par rapport quelque part au confort avec l'échec dont vous avez parlé tout à l'heure sur mouiller sa chemise, c'est peut-être le moment à vous de mouiller votre chemise. Alors, on a lancé, je l'ai devant moi, c'est pour ça que je tourne les yeux. On a lancé une chemise qui s'appelait la chemise Alain. Et on en a fait une pub complètement années 60. Allez, je vous la montre. Voilà. Donc on a beaucoup de questions. Une fausse pub des années 60, c'était la chemise Alain. Effectivement, juste au moment où on avait abandonné finalement le Alain dans Alain Figaret, on était devenu Figaret Paris. Là, ça nous semblait amusant de lancer une chemise Alain qui était d'un super coton en Giza 87, et qu'on avait fait en col droit, mais avec une coupe pop-over, donc qui était compliquée, etc. Donc, c'était une jolie idée, on n'en a pas vendu beaucoup, donc voilà, quelque chose que je trouvais assez chouette et sympa. C'est mes équipes du style qui avaient eu cette idée, c'est la com qui a tout dessiné, c'était extra, mais
voilà, il ne s'est pas passé grand-chose autour de cette chemise. Voilà un petit projet plouf. Bon, plouf. Super, merci. Mais il y avait d'ailleurs d'autres personnes qui ont posé une question à peu près équivalente, hein, donc c'est une réponse pour plusieurs. Alors ensuite, j'ai une question de Xavier Fécamp, qu'on connaît bien aussi, qui est le patron du Hermès, qui pose une question sur est-ce que l'ensemble des magasins sont des succursales ou y a-t-il des franchisés? Aucune discussion, point d'interrogation. Et poulet de ça, Stéphane qui vous demande quel est le challenge dans la mise en place du click and collect et pourquoi uniquement le mettre à disposition sur seulement certaines des boutiques. Ah oui. Non, alors pardon, le click and collect fonctionne très bien chez nous depuis longtemps maintenant. Ça fait plus de 18 mois. Mais là, je parlais de mettre en place du click and collect pendant le confinement. Parce qu'en fait, on a eu le droit depuis ce week-end d'ouvrir certaines boutiques pour faire uniquement de la collecte de commandes. Et c'est ça qui est un tout petit peu compliqué, c'est de réouvrir certaines boutiques pour pouvoir permettre le click and collect. Mais le click and collect existe dans toutes nos boutiques en temps normal. L'autre question, c'était nos succursales. En fait, toute notre distribution est à nous. Donc, en fait, nous n'avons que des succursales et elles sont en France, à part un tout petit point de vente au Japon, qui est un héritage du passé, parce qu'effectivement, dans les années 80, Figare avait une présence en Asie et donc quelques boutiques au Japon, et il nous en est resté une que nous gardons comme éventuel pied-à-terre pour un futur développement à venir. Évidemment, beaucoup d'intérêt de nos participants sur la vente en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je sais que vous ne préférez pas citer de chiffres, mais on imagine bien qu'avec le confinement, la vente en ligne a pris une importance considérable, quasi totale même. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou quelques KPI ou quelques éléments de réponse qui pourraient nous aider à appréhender l'importance et l'approche que vous avez menée sur la vente en ligne? Ouais, alors juste, j'ai une alerte incendie au bureau, ça ne s'invente pas, mais c'est en train de sonner. C'est pour vous montrer qu'on est vraiment en live. C'était la question qui ne vous plaisait pas? Donc du coup, je n'ai pas tellement entendu parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, je pose là devant moi la question de Milena, qui est à la fois un compliment, donc je vous le lis tout de suite parce que vive les compliments. C'est une super présentation et une belle transformation d'entreprise, très impressionnant, bravo. Et en même temps, combien êtes-vous dans l'entreprise? Quelle est la moyenne d'âge? Comment cela a-t-il joué pour mener votre transformation? Alors, dans l'entreprise au siège, on est 35. Ce qui est un petit siège, en fait, ce qui était aussi ce qui m'a permis aussi d'effectuer cette transformation. Après, la moyenne d'âge, je ne l'ai pas là, mais elle est relativement élevée. En fait, on a un mix chez Figare, ce qui est intéressant et ce qui est aussi la richesse de ces marques patrimoniales, c'est qu'on a à la fois des personnes qui ont plus de 30 ans de maison et à la fois des gens qui sont arrivés le mois passé. Donc, c'est ça qui est intéressant à travailler, moins facile probablement qu'une start-up avec que des gens de 25 ans et demi, mais aussi plus riches. Ok. André? Oui, il y a une question moi, qui m'intéresse aussi, parce que on connaît tous un petit peu les boutiques Figare. Sur le rituel de l'accueil en boutique, est-ce qu'il y a eu des évolutions notamment? Vous parliez tout à l'heure un peu des plus sell ou de faire découvrir tout l'univers de la marque, de l'extension de la gamme à des parkas et autre chose, d'autres produits que les chemises. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans le rituel d'accueil, ces premières minutes qui, on l'imagine, sont essentielles pour que le client reste le plus longtemps et achète un maximum? Oui, d'abord, je pense que le plus important pour moi, ça a été de travailler avec les équipes pour créer une relation et qui se passe. On a parlé, et c'est le mot que nous employons, c'est des expériences fantastiques.
Et l'idée, c'était que quand on entre dans une boutique Figaré, il se passe quelque chose de chouette, qu'on passe un moment agréable et qu'on crée une relation et qu'en face, on ait une personne qui s'intéresse à son client. Ça paraît évident, mais finalement, ce n'est pas si évident que ça à mettre en place. Et par ailleurs, on était avant, je dis avant, il y a 4-5 ans, mais on est encore, mais c'est long, les changements de toute façon en retail. On était sur un achat très technique, c'est-à-dire on allait vous demander quelle est la coupe que vous souhaitez. Et donc là, justement, on a changé ça et pour avoir un accueil qui va être plus personnalisé et qui va poser des questions sur plus, est-ce que vous connaissez la marque, etc. et comment est-ce que je peux vous aider. Après, pour vendre du prêt-à-porter, ça va être, je pense que ça se gère plus une fois qu'on a établi un premier contact et puis que la personne peut-être va commencer par essayer une chemise et qu'on va pouvoir parler d'autres besoins. Ok. Alors, avant la question, encore un petit compliment, ça fait plaisir. Super présentation, félicitations, bravo. Mon premier vestiaire, bon, je n'ai pas le nom de la personne, c'est un iPhone, mais mon premier vestiaire business femme a inclus des lavalières et chemise Figaré, entre chemise Ralph Lauren, Agnès B, Anne Fontaine, Sessoun. Bref, toujours à la recherche de chemise. Je crois à Figaré femme, en plus, FF, ça rime. On fait toujours des lavalières modernes. Oui, il y a une lavalière verte, il y a un très joli chemisier en soie vert. C'est pas ça, vous l'aviez la dernière fois que je vous ai vu. Alors, il y a une jeune femme, Juliette, qui vous demande avec quelle agence avez-vous travaillé? Alors justement, la spécificité de ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé essentiellement sans agence, avec les équipes en place et la plupart de toutes nos communications, nos shootings, nos choix d'égérie, etc., on les a fait seuls et en interne. En revanche, on a travaillé avec une agence sur la création de notre podcast. Donc, je ne sais pas si c'est l'objet de la question, mais pour la création de notre podcast, on a travaillé avec Nouvelles Écoutes. Mais sinon, tout a été fait en interne. Okay. Comment peut-on retrouver ces podcasts? Sur toutes les plateformes, en fait, il suffit de taper Mouiller la chemise, vous pouvez le trouver sous Spotify, sous Apple, etc. Super. Il y a une question de Tatiana encore sur votre, Tatiana est au BCG, sur votre plan en termes de développement durable concernant le choix des tissus et le stock de production sans sacrifier le haut niveau de service client. Alors ça, ce sont des sujets très, très actuels pour nous, sur lesquels on travaille. Notamment, on travaille sur la réutilisation des stocks tissus. Vous savez bien que donc on est une industrie, l'industrie de la mode, il y a entre 10 et 20% des produits, même en amont, hein, des tissus, etc., qui sont inutilisés. Donc là, aujourd'hui, on travaille justement à essayer de faire des projets gays autour de la réutilisation de nos tissus. Donc ça, c'est à venir. Et sur la production, mais c'est aussi les… Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je peux vous assurer qu'on réfléchit beaucoup à produire moins et vendre mieux et tous ces sujets-là qui sont effectivement à la fois des sujets qu'on avait depuis longtemps en tête parce qu'on était dans une industrie qui était… Alors nous, on a la chance d'être sur un produit, sur la chemise. Nous, on a quand même une assez grosse partie de nos ventes qui se fait sur nos permanents. Donc nos chemises blanches en popeline blanche, elles sont là toutes les saisons. D'ailleurs, il y en a une partie qu'on a décidé depuis 2 ans de ne plus solder, ce qui était un choix assez radical, mais qui était important pour nous, pour dire parce que cette chemise blanche, elle est au bon prix toute l'année et vous la trouverez toujours au même prix de 95 €. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est effectivement les questions hyper importantes qu'on se pose, c'est comment produire plus juste et puis comment aussi avoir moins de gâchis le long de la chaîne de production et on travaille là-dessus également. Okay. Alors, on a deux questions. Je vais prendre la première de Xenia sur l'offre Ready to Wear. Et vous avez parlé de votre partenaire Albini qui est un petit peu avec qui vous développez des solutions notamment sur la réutilisation ou quelque part la transformation de certaines chemises.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat et comment vous abordez les chaînes de production? Où est-ce que c'est produit? Vous avez parlé c'était pas trop loin ou Made in pas trop loin, que je trouvais très bon. Comment vous abordez un petit peu le sourcing? Oui, bien. Alors effectivement, de toute façon, le sujet de la chemise et du prêt-à-porter sont des sujets un petit peu différents parce que les zones de façon sont différentes pour l'un comme pour l'autre. Par exemple, sur notre chemise, on produit essentiellement en Roumanie, mais également en Tunisie avec des tissus européens et très largement italiens. Sur mesure, on produit en France également. Et sur le prêt-à-porter, on va faire de l'Italie, mais on va faire également par exemple, on a un blouson en peau que l'on produit en Inde parce que c'est vraiment le pays du savoir-faire pour ce genre de produit. Donc, effectivement, le prêt-à-porter nous a amené à finalement ouvrir notre liste de fournisseurs parce que c'était des produits qu'on travaillait beaucoup moins avant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça. Tout à fait, oui. Et j'aimerais étendre la deuxième question, Xenia, qui était justement sur la gamme. Vous avez parlé de l'extension de la gamme. Et donc, comment Figaret assure le positionnement luxe avec une offre, je ne dirais pas si large peut-être, mais en tout cas plus large, ou un élargissement de la gamme? Comment est-ce que vous maintenez ce positionnement? En faisant des belles choses, en prenant le temps de les faire. En fait, par exemple, je vous parlais de notre blouson Léo, qui est un blouson en peau que nous avons lancé il y a 18 mois maintenant et qui maintenant fait partie des bestes de la maison. On a mis beaucoup de temps à le dessiner. On a voulu dessiner justement un col qui était différent de ce qui existait sur le marché, qui était plus raffiné, qui avait sans être littéralement un col de chemise, mais qui avait un raffinement dans le col. Et donc, en prenant le temps, en trouvant les bons fournisseurs et en le faisant à notre rythme. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé du fait qu'on avait augmenté notre offre en prêt-à-porter, c'est vrai, mais ça reste, voilà, on a une dizaine de pièces dessus, donc des manteaux, des parkas, des blousons, etc. Mais on y est allé petit à petit, saison après saison. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de votre très belle jupe en cuir, Éléonore, mais pour les femmes, il y a une très belle jupe en cuir qui est un très beau produit, extrêmement luxueux, justement. Deux questions sur le sur-mesure. Je vous les lis. Une de Sophie. Quid du sur-mesure? Est-ce que cela fonctionne bien? Vocation à se développer, pas très visible dans la com, point d'interrogation. Deuxième question de Laurent. La chemise sur mesure est-elle un possible relais de croissance et une solution pour la gestion de stock en période de vague Covid, chasse aux invendus? Oui, c'est vrai que nous n'en parlons pas assez et pourtant, le sur-mesure est à la fois source de croissance pour la marque et à la fois un sujet dont je parle peu parce que finalement, on l'avait beaucoup travaillé juste avant mon arrivée. Donc, avec en fait des espaces sur mesure entièrement refaits dans les boutiques qui sont magnifiques. C'est vraiment des espaces qu'on a imaginés comme des espaces de confection à l'ancienne, donc avec le miroir triptyque, l'endroit pour se poser, prendre un café et discuter effectivement de la chemise que l'on va dessiner ensemble avec nos vendeurs sur mesure, qui sont des vendeurs qui ont reçu des formations spécifiques. Et une collection de tissus que l'on a segmentés avec 3 prix et qui sont effectivement made in France. Donc, le sur-mesure a été effectivement un sujet important pour nous. Il fonctionne bien, très bien. Il fonctionne évidemment un petit peu moins bien en temps de Covid parce que c'est quand même d'abord une discussion que nous installons et nous ne l'avons pas encore développée sur le web. Et ce n'est pas très visible dans la com, c'est vrai, vous avez raison. On n'a pas réussi à tout faire et il faut qu'on travaille aussi sur ce sujet. On se le dit depuis plusieurs mois. Il y avait une autre question? Oui, alors là, juste à Olivier,
qui est arrivé, je sais, peut-être avec un peu de retard. Merci Olivier d'être là quand même, je lui parlais hier. Merci et bravo pour cette présentation claire et enthousiasmante. Comment voyez-vous la part des ventes en ligne versus retail physique à horizon moyen terme post-Covid? Eh bien, plus fort, évidemment. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à la fois, bon, mon site internet, c'est c'est ma première boutique, donc c'est déjà important pour nous le site, mais on a énormément de travail à faire pour le rendre plus utilisable. C'est difficile et on n'a pas encore fait un très bon travail sur le fait de bien montrer les tissus en ligne et on y travaille très activement. Et il faut aussi qu'on rende plus facile le choix de taille en ligne. Et ça aussi, c'est un de nos gros sujets actuellement. Je pense que le site devrait monter à 30-40% de nos ventes en post-Covid. Je ne sais pas quel est l'horizon, mais d'ici 1 ou 2 ans, c'est sûr. OK. Une question d'Anne-Claire sur la gestion des ressources humaines en cette période, et pas forcément en cette période, pardon, de la transformation que vous avez menée avec l'entreprise. Quels sont les profils peut-être que vous avez été chercher? Comment est-ce que vous avez fait évoluer les équipes? Est-ce que vous avez parlé d'une équipe qui était assez restreinte, qui permet certainement aussi beaucoup d'agilité? Comment vous avez abordé, voilà, comment vous avez structuré votre équipe pour mener les changements que vous avez menés? Bien, oui, effectivement, ça a été de mettre des personnes qui partageaient l'enthousiasme et qui avaient des savoir-faire particuliers aux commandes. On en a choisi une avec Marie-Laure d'ailleurs. Et puis ensuite, d'emmener les équipes qui étaient là depuis longtemps, mais qui attendaient ce souffle. Et de les associer à cette, j'appelle ça la saison 1 de Figaret, parce qu'aujourd'hui, il va falloir écrire la saison 2. Cette saison 1 qui a été importante, audacieuse et qui a demandé du rythme, mais ça a été vraiment de mixer les équipes. Alors, bien évidemment, on a recruté des savoir-faire qui nous manquaient ou qu'on avait besoin de compléter, notamment sur le digital. Mais après, en fait, on a aussi accompagné beaucoup d'équipes qui étaient déjà là. Est-ce que vous avez procédé à des licenciements? Est-ce que vous avez dû prendre quelques décisions fortes lors de quelque part du turnover que vous assez avez mené? peu à mon arrivée, en fait. D'accord. Il y a une question encore où on a un peu abordé déjà sur le RSE, Quentin qui demande si vous allez communiquer davantage sur vos initiatives RSE ou pensez-vous que cela puisse être à double tranchant, risque de green bashing, RSE de plus en plus un must-have et de moins en moins un élément différenciant? Oui, c'est vrai, c'est pour ça que ce que je vous ai dit quand on a parlé par exemple, notre capsule en coton recyclé, on a attendu de faire en sorte que le coton recyclé nous plaise vraiment. Il y a du coton recyclé, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais qui peut être hyper cartonné et pas du tout agréable, et on n'avait pas envie de vendre ça chez nous. Et par ailleurs, effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que 100% des chemises Figaret ne sont pas en coton recyclé, par exemple? En fait, aujourd'hui, c'est pas du tout évident d'avoir un coton recyclé qui est très blanc. Je pense que aujourd'hui, on n'est pas au niveau de nos popelines craquantes, blanches, étincelantes quand on fait du recyclé. Donc, on continue à regarder, à faire de la recherche, donc notamment avec Albini. Mais voilà, on le fera quand ce sera vraiment bien. Et donc, effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on essaye de le faire du mieux qu'on peut, mais c'est un certain nombre de sujets qui ne sont pas l'essentiel de nos ventes, mais on essaye de le faire effectivement de façon authentique et qualitative pour éviter d'être dans le green bashing. OK. Moi, je reviens un petit peu sur les ressources humaines. Il y a une question de Stéphane qui pose la question du turnover en magasin. Est-ce que vous avez eu beaucoup de turnover? Et la question subsidiaire, est-ce que avant le confinement, vous deviez anticiper des équipes bis ou comment vous abordiez les problématiques de cas contact,
de tests probablement, de gestes barrières. Donc là, il y a deux questions qui sont les deux très, très intéressantes. Oui. Alors, le turnover du staff en magasin, nous, on a beaucoup moins de turnover que beaucoup de marques dans le retail parce qu'on est une marque qui crée de l'attachement au sein de nos équipes également. Néanmoins, bien entendu, on a renouvelé nos équipes et on a fait en sorte effectivement de renouveler avec des équipes qui apportaient aussi à nos équipes existantes un second souffle et également de mixer les équipes en boutique pour avoir à la fois des personnes qui connaissaient très très bien la marque, qui travaillaient un portefeuille de clients de façon super efficace et qui avaient su fidéliser une clientèle, et puis à la fois avoir des personnes qui étaient qui était plus fraîche sur la marque et qui apportait autre chose aussi et qui exprimait une personnalité différente. Et donc, ces équipes mixtes, elles ont très bien marché. Comment est-ce qu'on a fonctionné avec nos cas contacts? Bien sûr, comme tout le monde, on a eu des cas contacts puisque ça a été une période assez difficile à gérer. Malheureusement, dans une certaine mesure, nous avions des ressources qui étaient disponibles puisqu'on a réouvert avec des équipes restreintes, puisque, comme je vous le disais, on a certaines de nos boutiques qui étaient dans des zones de chalandise assez écartées. Et donc, on a pu justement faire tourner un peu les équipes quand on a eu des cas comme ceci de contact dans les boutiques. Georges-Alexandre, Georges-Alex, très heureux de t'avoir aujourd'hui. On sait que toi aussi, tu as quelques entreprises en portefeuille et tu parles du rôle de l'actionnaire dans la transformation de l'entreprise avec donc comment est-ce qu'il y a des synergies qui sont créées entre les entreprises en portefeuille chez ECP et comment est abordée la problématique aussi des changements de changement d'actionnaire, quel est l'impact auprès des équipes, est-ce qu'il y a des plus, des effets positifs, bien sûr, une certaine, voilà, un nouvel dynamisme, et aussi peut-être des moins, on l'imagine, sur peut-être un actionnaire distant ou pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'ailleurs, juste avant que vous ne répondiez, Léonore, il y avait une autre question de ce type sur l'actionnariat qui était pourquoi est-ce que ECP s'est intéressé à Pigaret il y a 2 ans? Une question large. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés? Je pense que je peux répondre assez rapidement. C'était l'intro de ma présentation parce que c'était une très belle marque qui n'avait jamais été abîmée, qui était un petit peu poussiéreuse, mais qui avait un gros potentiel et une jolie marque patrimoniale française sur un joli sujet, c'est tentant et ça les a tentés. Le deuxième sujet, c'est le rôle de l'actionnaire dans la transformation de l'entreprise. Il est majeur. C'est vraiment l'avantage pour moi de faire partie de CP, ça a été d'être très accompagnée. Alors, comme vous le disiez, au début, moi, j'ai accompagné les opérationnels, puis ensuite, je suis passée de l'autre côté pour être accompagnée par les experts de CP. Ce qui est à la fois génial, c'est d'avoir effectivement l'équipe des 3 dirigeants qui sont à mes côtés et qui peuvent d'avoir Ellie, par exemple, qui m'accompagne sur les collections, parce que c'est un sujet où c'est intéressant d'avoir un point de vue d'expert qui a vraiment fait ses preuves. Et à la fois sur l'essentiel des sujets clés du retail, d'avoir des experts chez ECP qui peuvent m'accompagner, accompagner mes équipes, surtout du comité de direction, sur certains sujets, comme là, par exemple, on a cette question de faire évoluer de façon assez drastique les achats, ça, on le travaille avec l'expert chez ECP, pareil sur les sujets du digital, etc. Donc, c'est effectivement précieux, notamment sur des tailles de marque comme la mienne. Je vous ai dit, on n'est pas une grosse équipe au siège, donc c'est extrêmement précieux d'avoir finalement quelqu'un avec qui on peut parler de chacun des sujets, avec des personnes qui ont pu mener ce type de projet, mais dans des entreprises plus grosses ou qui peuvent également discuter de ce que font les autres marques finalement de CP. Pendant le confinement, par exemple, on disait Balibaris a fait ça, Sessoun a fait ça, où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette décision? Et plus spécifiquement, quel est le ressenti des équipes?
Alors, je crois que l'actionnaire. oui, alors le rachat de pays et ensuite la vente à ECP, finalement, il y a eu pas mal d'années entre les deux, donc c'était pas des mouvements saccadés. Et je crois que la vente à ECP, elle a été vraiment porteuse d'espoir pour les équipes parce qu'effectivement, on était quand Figaret est mis dans le même groupe que Balibari, Sessoun, BAM. Dynamo, etc. Ce sont des marques extrêmement modernes, en fort développement, etc. Et c'était une énergie finalement nouvelle pour la marque et une énergie positive pour les équipes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien vécu. OK. Merci. Bon, je pense qu'on a couvert l'essentiel. Alors, il y a Laurent Bey qui a posé plusieurs questions, on en a couvert certains, mais lui qui est un fan, parce que sa femme lui a commandé une chemise en ligne, il demande si on peut faire du sur-mesure en ligne. Donc, créer des conversations aujourd'hui avec, je ne sais pas, un vendeur, quelqu'un pour… Oui, oui, tout à fait. Alors, on a mis en place sur le On est site coincé à la maison. la BAD, on a 2 vendeurs qui font et du prêt-à-porter et du sur-mesure qui sont disponibles sur WhatsApp, FaceTime, etc. Et on peut tout à fait… Alors, il faut qu'on ait déjà vos mesures parce que c'est vrai que la prise de mesure aujourd'hui, elle est impossible. Mais si on a déjà vos mesures, on peut absolument regarder les tissus en ligne sur FaceTime, etc. On l'a fait hier avec un client, ça s'est super bien passé. Bon, Laurent, alors à vous de jouer. Si vous avez un souci, vous pouvez m'envoyer vos mesures. Je n'en ferai bon usage. Et vos coordonnées, je communiquerai tout ça à Éléonore. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je ne sais pas si on a laissé passer des questions. André, non, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a couvert l'essentiel. Je pense qu'on peut juste rappeler qu'on a eu une très jolie petite surprise en fin de présentation, puisqu'on a, avec le code INSEAD 2020, 20% sur la boutique en ligne Figaret. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Merci beaucoup, Éléonore. N'hésitez pas à l'utiliser. Et comme l'a dit Marie-Laure tout à l'heure, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram Figaret aussi. Voilà, c'est une super marque et on est très heureux de l'avoir redécouvert pour certains et d'en avoir appris plus sur la transformation que vous avez menée. Et je suis sûre que ce matin, vous avez recruté plein de nouveaux potentiels acheteurs. Il y avait beaucoup d'hommes dans notre panel. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Quentin, dont on a posé la question, qui vous dit à l'instant « Bravo Éléonore, je viens de compter. Je suis un inconditionnel de Figaret. J'ai déjà 27 chemises. » Ah, c'est beau. Je pense que Quentin mérite peut-être un petit cadeau, quelque chose. Il va devenir ambassadeur de la marque. Quentin, là aussi, je veux bien relayer auprès d'Éléonore. Et puis, voilà, donc c'était super. Alors, je savais que vous mouilliez la chemise déjà. Bon, mais maintenant, je sais que vous allumez le feu aussi. Donc bravo. C'était un plaisir. Et quelqu'un d'autre qui dit, Bruno, merci, je vais me repencher sur la marque. Je n'étais pas fan avant, c'est génial. Donc voilà, on a peut-être conquis quelques nouveaux clients. Et chaque futur nouveau client compte. Hein, c'est plein de petites gouttes d'eau qui vont faire cette grande rivière qui emmènera Figaret vers un très grand succès. On n'a pas de doute là-dessus. Et Léonore, je vous fais confiance. Merci beaucoup et merci effectivement de votre patience. Je vois quelqu'un demande la chemise en tissu inifugé. On a une chemise en tissu déperlant, mais inifugé, on va y penser. Merci à tous et bonne journée. Voilà, et ils sont encore 43, hein, donc on en a perdu quelques-uns dans les questions, quelques-uns dans l'alerte au feu, mais enfin globalement c'était une belle assistance et je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain, j'ose plus dire petit déjeuner, parce que la prochaine fois on mettra au moins des croissants de la boulangerie de la Tour d'Argent au moins à l'écran pour nous faire saliver, n'est-ce pas André? Sans faute. Bon, voilà. Et là, encore un merci Marie-Laure et André de l'organisation et bravo à Éléonore pour les insights. Super. Bon, ben, merci à vous tous et puis à bientôt. À très bientôt et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous.